Alors, t'as fait ton sport ce matin? J'ai fait mon cardio ce matin. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'était mon jour de repos. Enfin, un jour de repos, je fais quand même 30 minutes de cardio. Mais ouais. Je fais que de la zone 2. Ouais, c'est dur pour moi de faire un jour de repos. Il y a des gens, en fait, c'est dur pour eux d'aller à la salle de sport. Pour moi, c'est dur de pas y aller. C'est dur de prendre des jours de repos. Ouais, j'aime tellement ça. Je kiffe. Ah, mais t'es obligé un peu quand même. Oui. Sinon, Non, mais il faut se ménager, il faut ménager les articulations, faut se reposer. Non, c'est important. Je sais que c'est important. C'est pour ça que je le fais. Hein. Mais psychologiquement, c'est difficile parce qu'en fait, le matin, j'aime ma routine d'aller au sport, faire mes entraînements, tu vois, puis voir un peu de monde aussi, parce que sinon, c'est vrai qu'on vit dans notre monde ici. c'est vrai, quand on est tout le temps en télétravail, on voit personne. On voit pas grand monde. Ça nous fait notre sortie. Moi, je vais Ouais, courir, ou je vais au sport, ou je vais à la salle. On fait du sport parce que nous, tout l'après-midi, en fait, on bosse de 13h à 19h. Ouais. Après, on fait à manger et on se met devant un bouquin ou un film en amoureux. Ouais. Et la journée est finie. Donc, ouais. si tu te disciplines pas à voir des gens ou à sortir, tu vis comme un ermite. Ouais, ou aussi, on sort les chiens quand on croise quelqu'un qui va promener les chiens aussi. Mais voilà, en fait, c'est vrai qu'on vit beaucoup en vase clos tous les deux. C'est pour ça que c'est important C'est pour ça aussi que t'aimes bien ta routine, bouger. Ouais, j'aime bien aller au sport, voir d'autres personnes. Puis tu sais, aller à la salle aussi, j'aime bien parce que ça donne une dynamique. Même si on a une salle de sport à la maison, on pourrait faire notre salle à la maison. Énergétiquement parlant, tu vois, le fait de quitter ton lieu, d'aller là-bas et de dire vraiment, je consacre mon temps à ça. Et en plus, il y a l'égrégore en fait de la musculation. Il y a plein de gens qui font de la muscu. Il y a un truc en plus en fait, je trouve, quand t'es dans un milieu où t'as tout le monde qui fait l'activité en question, ouais, quoi. Tu veux dire que énergétiquement, l'épigénétique, ouais, c'est ça. Va te pousser. Moi, des fois, j'arrive à la salle, tu vois, je me suis trop entraîné la semaine, j'ai fait plein de sports. Il y a des séances en fin de semaine, je vais à la salle, je suis fatigué. Puis le fait d'arriver à la salle, en fait, ouais, c'est comme toute mon énergie qui revient. C'est ça. Et je sais que si je serais resté à la maison, j'aurais pas eu cet effet boostant. Tout à fait. Le crossfit était bien pour ça, quand même. Faut avouer que le crossfit c'était vraiment sympa parce que c'est cette dynamique que j'aime bien, c'est cet esprit de groupe et tout. Après on a arrêté pour différentes raisons, mais ça quand même c'est ce que j'aimais vraiment dans le crossfit, de se dépasser, d'être tous ensemble, tu vois, de se tirer les uns les autres vers le haut. J'aimais vraiment cette mentalité quand même. Moi je retrouve vachement ça dans les sports de combat. Tu vois, on a un sac de frappe dans le garage, j'y vais souvent, mais ça n'a rien à voir. Je fais une demi-heure de sac. C'est beau que je suis fatigué, c'est que ça me saoule. J'en ai marre, tu vois, il n'y a pas d'interaction, ça n'a rien à voir. Là. Moi, j'aime bien avoir la dynamique du groupe, échanger avec les mecs. Puis le sac, il te rend pas les coups, c'est facile. Non, c'est clair. Et pourquoi, toi, t'as fait combien de temps du crossfit? On a fait 2 ans, 3 ans? 2 ans et demi? Je crois. Après, il y a eu le Covid, et on a arrêté. Ça a fermé les salles. Mais c'était bien avant qu'on avait arrêté quand même. Ouais, c'était un... À toi peut-être, moi je pense que c'est... Un an avant, je pense que j'avais arrêté. Ouais. Pourquoi t'as arrêté toi? Moi parce que je voyais pas forcément de résultats. J'étais tout le temps... fatiguée aussi, tu vois, j'avais du mal à récupérer. Bon, après, il faut dire que je faisais une séance tous les jours de CrossFit aussi, tu vois, j'étais complètement... 4 ou 5, ouais, j'aurais dû prendre des jours de repos, on est d'accord, hein, voilà. Mais c'était plus pour ça, et après... Toi, tu prenais beaucoup de masse musculaire, mais pas comme tu la prends maintenant. Tu devenais un peu forte, tu vois. En fait, comme une haltérophile un peu. C'est ça, j'aimais pas le physique que ça a commencé à faire sur moi. Puis il y avait plein de choses en fait dans le crossfit que tu travailles et que t'as pas forcément envie de travailler, et t'as tes points faibles que tu travailles pas assez, tu vois, il y a plein de trucs. Par exemple, moi, le squat, c'est vraiment un exercice sur lequel j'ai du mal à progresser, enfin, je sais pas si je suis faite pour faire du squat. Après, quand je lis pas mal de choses... T'as pas non plus
au niveau biomécanique, ni la physiologie faite pour ça. Hein. Oui, en discutant avec des personnes, un ostéopathe ou en regardant des vidéos et tout ça, je me suis aperçue qu'en fait, j'avais pas le gabarit en fait d'une personne qui pouvait faire des squats et que. Tu peux en faire, mais tu vas pas performer sur ce mouvement. Je performe pas, je me fais plus de blessures qu'autre chose et je ressens pas en fait certains de mes muscles. C'est pour ça que je suis obligée toujours de mettre soit une cale sous les pieds pour pouvoir descendre parce que sinon j'ai mon bassin qui bascule, tu sais, quand je descends trop bas. Donc en fait, il faut vraiment que j'arrive à adapter mon squat. J'ai plus de résultats avec des fentes, j'ai plus de résultats avec du hip thrust par exemple, tu vois, c'est des choses qu'on fait quasiment jamais au CrossFit, c'est assez rare de faire ça. Et il y a beaucoup de choses pour les bras, le haut du corps. Moi, je me développais beaucoup des bras, c'est pour ça que je travaille peu les bras aussi, parce que sinon, j'ai des gros bras. Déjà, j'ai des gros bras de camionneur, tu vois, donc je suis pas trop chargée au niveau des bras. Donc c'est vrai que ça limite. Et puis après, j'étais pas très douée non plus tout ce qui était gymnastique, traction et tout ça. Je galérais comme une tarée. Donc, en fait, moi, le CrossFit, j'ai l'impression que c'est bien pour deux profils de personnes qui sont complètement antagonistes. C'est-à-dire que c'est bien pour la nana ou le mec qui va y aller 3 fois par semaine et qui veut complètement déléguer son fitness. Tu vois, il connaît rien au sport, ou très peu. Il n'a pas envie de se prendre la tête, il veut pas perdre du temps, il veut juste aller à la salle et qu'on lui dise quoi faire. Mais en même temps, il veut avoir un suivi, etc. Tu vas pas faire n'importe quoi. Ça va être génial pour lui du CrossFit. Combien de nanas on a vu à la salle de CrossFit s'y mettre, manger correctement et tout, et avoir des super résultats. Tu vois, une belle transformation, c'est génial, c'est global. Donc ça, tu peux le faire pendant des années si t'as pas envie de réfléchir plus que ça ou de sculpter vraiment ton physique et que tu veux juste être en forme. Et puis t'as vraiment les gens qui sont passionnés par le CrossFit, tu vois, qui veulent être athlètes CrossFit et qui adorent la discipline, qui veulent être bons en haltéro, qui veulent être bons en gymnastique, qui veulent être bons en rameur, qui veulent être bons en corde à sauter, enfin toutes les disciplines que propose le CrossFit et qui veulent vraiment peut-être faire des compétitions, des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que, hormis ces deux profils-là, le sportif lambda qui va faire du volley ou de la natation ou du foot, il faut pas qu'il aille faire du CrossFit en fait. Moi, j'avais un autre problème avec le CrossFit aussi, c'est que t'es souvent dans des zones très hautes. Grave. Et pour un profil comme moi, en fait, déjà, t'es jamais dans la zone brûle-graisse, en fait, donc c'est très casse-pied. Et moi, quand je suis dans les zones très très hautes comme ça, j'en ai souvent parlé, moi, j'ai la dalle, en fait, de ouf. Je suis obligée de manger beaucoup plus de calories, en fait, que ce que je vais en dépenser. Au final, c'est une opération qui est pas... Toi, quand tu sortais, je me rappelle, t'avais vraiment très faim des séances. Hein. T'avais plus faim en sortant du CrossFit qu'en sortant de la muscu. Oui. Donc, je mangeais beaucoup trop et ça n'allait pas en fait parce que j'avais pas les résultats que je voulais obtenir. Après c'est bien, t'as essayé. Je pense que c'est bien aussi, tu vois, pour des personnes, comme je disais là, ce profil 1, qui sait pas trop, qui connaît pas trop, ils vont faire 2-3 ans de CrossFit et après ils vont dire, bah tiens, ça m'a apporté des bases, je veux devenir autonome, je sais pas, mes fesses ne me plaisent pas, je vois que le CrossFit ne me sculpte pas des belles fesses, et je vais aller faire de la salle, ou soit en complément, soit je vais remplacer le CrossFit par la salle. Moi, je vois que j'ai arrêté le CrossFit aussi, parce que je voyais bien, je régressais presque en cardio. Tu vois, je faisais 4-5 séances de CrossFit par semaine, et en termes de course à pied, je courais moins vite. Quand j'allais faire un trail, j'étais plus fatigué. En fait, tu fais pas assez de spécifique. Pour des gens, des athlètes ou des sportifs qui veulent vraiment faire du travail spécifique, faut pas faire du CrossFit, tu fais trop de généralité. Oui, pour tout, en fait, tu fais de la généralité et tu fais jamais bien tout. Voilà, en fait, t'es moins, c'est exactement ça. Mais même les athlètes en CrossFit le reconnaissent, tu vois, t'es moyen partout, mais t'es bon dans rien. Ou à part si t'as déjà des prédispositions. Mais quelqu'un qui viendrait et qui se serait complètement construit par le CrossFit serait moyen partout. Et c'est ça qui... Pour moi, tu as envie d'être bon en endurance, va courir ou va faire du vélo. Va pas faire du CrossFit. Tu veux être bon en force,
va faire de l'haltérophilie ou de la force athlétique. Va pas faire du crossfit. Tu veux être bon en sport de combat, enfin voilà, il y en a pas dans le crossfit, mais va en faire. Même dans une préparation physique, les coureurs vont faire de la prépa physique. Je déconseillerais de faire du crossfit. Fais de la préparation physique spéciale, course à pied. Je vois les champions de marathon, ils font pas de crossfit. Le champion de natation, il ne fait pas de crossfit. Donc c'est un peu voilà, mais il faut tout pour faire un monde, il faut que chacun y trouve son compte, parce que ça marche bien le crossfit quand même. Oui, après il y a un phénomène de mode aussi. Attends, ça fait une dizaine d'années quand même que c'est en place. Mais ça a bien fonctionné, hein. C'est sûr que ça plaît. C'est une super méthode, je pense. Ouais. Mais même, tu vois, typiquement pour des gens qui sont dans les forces de l'ordre et tout ça, qui n'ont pas le temps, ils ont pas envie de se prendre la tête. Allez, moi je sais qu'il y avait beaucoup de gendarmes, de policiers quand on y allait. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils veulent rester en forme. Entre leurs heures de service, allez, je vais faire mes 3 séances. Et c'est génial pour ce type de profil. Mais je sais que toi, par exemple, tu n'avais pas eu les résultats escomptés. Et pour des femmes comme toi, c'est peut-être plus intéressant d'aller vraiment faire de la muscu et faire ce qu'on appelle un peu du bodybuilding, quoi. C'est sculpter son corps avec... en fait, le problème aussi, c'est que le crossfit, t'as des femmes et des hommes, et pour tout le monde ça va être les mêmes mouvements, tu vois. Donc moi je suis une femme, je m'entraîne spécifiquement avec un entraînement femme. Je vais pas m'entraîner comme un mec. Donc il y a un moment donné où, si tu veux, mon physique me plaisait pas parce que je développais trop certaines choses qui devenaient trop masculines, et j'en développais pas assez des choses que je voulais moi pour être plus féminine. Tu peux pas cibler. En fait, moi j'aimerais, tu vois, en fait dans l'idéal, j'aimerais vraiment me sculpter pour avoir une taille fine et être un peu en X, tu vois, avoir un bon fessier, avoir développé mon dos aussi, mes épaules, et affiner ma taille. Sauf que les exercices qu'on nous faisait faire, notamment certains abdos et tout ça, ça te fait une taille épaisse en fait. Regarde à haut niveau les nanas, comment elles sont. Ah oui, non mais voilà. Plus un physique de camionneur. Oui, elles sont en H, tu vois. Donc moi, c'est un physique qui me plaît pas. C'est plus dans ce sens-là que je trouve qu'il y a des disparités en fait, parce que du coup, c'est pour tout le monde pareil, hein, homme ou femme, on a le même wood, donc. Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai préféré aller vers du spécifique et travailler vraiment mon bas du corps d'une certaine manière, et accentuer beaucoup plus sur le fessier, sur mes points faibles aussi, tu vois, parce que le devant de ma jambe, c'est un point faible pour moi versus le derrière de ma jambe qui est très très développé. Donc j'ai des choses, en fait, des retards sur mes muscles que je vais pouvoir mieux travailler spécifiquement quand je vais faire de la musculation, plutôt que quand je vais faire un truc global qui est imposé en fait. Et je vais beaucoup plus axer sur mes fessiers parce que pour moi c'est important aussi. Et quand je vais axer sur le haut du corps, je vais axer sur certaines choses pour éviter de développer certaines choses et développer d'autres. Tu comprends? Après, toi, ta démarche, elle est purement esthétique. Quand même, elle a une grande partie esthétique. Les gens dans le CrossFit, ils vont plus aller chercher la performance. Donc vous parlez pas vraiment la même langue. Après, regarde, il y a une nana qu'on aime bien, hein, un petit coucou à elle, qu'on adore suivre aussi, qui est complètement dans notre philosophie. MG Fit Coach sur Instagram. Elle s'est mise au CrossFit. Elle a un physique quand même plus avec des articulations fines quand même. Tu le vois. Elle est moins tankée de base que toi. Et elle a un physique, je pense, de base, si je devais parler de morphotype, plus ectomorphe. Et elle a des super résultats avec le CrossFit, tu vois. Elle est fit, mais musclée. Oui, mais après, c'est... Donc là, ça dépend aussi des profils, des tempéraments. Oui, il y en a un physique qui s'adapte un petit peu plus, on va dire. Et puis, regarde, elle développe pas à outrance le haut du corps, tu vois, ça va, c'est pas, ça reste quand même assez esthétique et assez féminin. Moi, ça devenait un peu trop... Comme quoi, tu vois, avec la même programmation, même type de programmation, deux femmes qui ont une bonne hygiène de vie et tout, elles ne développent pas le même physique. Donc c'est là que c'est important de voir, d'essayer... La base de départ aussi. Hein. Ouais, voilà, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que ça convient à ma génétique, est-ce que l'apparence que ça me donne, c'est cool, et puis voilà. Mais comme je disais, ouais, toi, ton but est quand même plus esthétique. Après, moi, il y a un truc quand même dans la muscu, reconnais-le,
c'est que c'est quand même un sport facile. C'est sûr que quand tu fais du crossfit et après tu vas faire de la muscu, c'est quand même beaucoup plus facile. En termes de sortie de zone de confort, en termes d'intensité, même en termes d'environnement, je veux dire, si on regarde la muscu, tu vas dans une salle, tu t'assois sur des machines, tu t'entraînes 30 secondes, tu te reposes 1 minute 30, t'es dans une salle avec bien chauffée, avec la musique, t'as aucun danger. Le seul danger que tu peux avoir, c'est que tu te fais une tendinite ou tu te fais tomber un poids sur l'orteil. Tu vois? Si tu fais pas n'importe quoi avec les machines et que tu mets pas des 500 kilos sur la presse, potentiellement, il peut rien t'arriver. Et la seule sortie de zone de confort que tu vas avoir, si tu fais de la surcharge progressive, c'est de mettre un poids de 2,5 sur ton squat en plus que la séance dernière. Tu vois, c'est quand même un sport... Oui, après ça dépend les séances, ça dépend... moi je sais que j'ai des séances où j'en chie beaucoup, d'autres où ça va un peu mieux. Mais en effet, par rapport au crossfit où j'avais l'impression que mon cœur il allait sortir de ma poitrine et que j'allais mourir à la fin du WOD, quand il fallait faire de la corde à sauter, du sauter sur la boîte, du machin, et de courir dans tous les sens, et puis le vélo, tu sais, comment il s'appelle Asso bike. L'Asso bike, que tu as l'impression que tu vas mourir sur place. C'est sûr qu'après quand tu passes du crossfit à la muscu, tu te dis attends, c'est les vacances quoi. Moi en fait, comment je vois mes séances de muscu dans ma programmation, c'est mes séances de repos en fait. Ouais. Tu vois, moi quand je vais à la muscu, je me dis chouette, je vais me reposer. Quand j'étais à l'armée, c'était pareil, j'allais à la muscu, je me détendais. Tu vois, versus tu fais une séance de sport de combat, de boxe thaï, de MMA, de lutte, tu ressors de là, t'as l'impression que t'es passé dans un sèche-linge. Ouais. Tu vas faire un trail en montagne, tu tapes 1000 de dénivelé. C'est pas les mêmes, c'est pas du tout les mêmes. Là, j'ai dû faire ma course dimanche. Tu vois, les pensées que j'ai, et on appelle ça le RPE, en gros le ressenti pendant l'effort. Jamais j'ai eu un RPE à 10 sur 10 en faisant de la muscu. Tu vois, c'est incomparable à ce que je ressens en athlétisme, en trail ou même en MMA. Tu vois, t'as mal, on te met des coups, tu vois. Puis en course à pied ou en trail, t'as le climat. Tu vois, tu vas faire une sortie, il pleut, ça arrive jamais en muscu. De te faire tremper pendant que tu fais ta muscu, ou d'être pris par les intempéries, d'avoir une tempête. C'est quand même assez confortable. Je dis pas que c'est simple, j'en fais depuis des années, depuis une vingtaine d'années de la muscu. C'est dur. Je pense que ce qui est plus dur dans la muscu, c'est le côté discipline, le côté nutrition. Après, j'ai l'impression aussi que c'est pas trop un sport. Tu vois, il y a beaucoup les nageurs, par exemple, ils vont faire de la muscu. Le mec qui fait du volley à haut niveau fait de la muscu. C'est un complément. Le mec qui fait du basket fait de la muscu. Le mec qui fait de la course à pied aujourd'hui à certains niveaux qui veut progresser fait de la muscu. Tout le monde fait de la muscu. Tous les sportifs font de la muscu. Ouais, des fois, j'ai l'impression que tu fais plus de la kiné, tu vois. Ouais. Quand t'es à la muscu, t'es là pour entretenir en fait ta masse musculaire, pour entretenir tes articulations, pour te faire du bien. C'est vrai que je vois plus la muscu comme un truc un peu médicalisé, tu vois, pour entretenir le corps. Ouais, d'optimisation. Ouais, c'est une optimisation pour développer des qualités athlétiques comme la force, qui est une des principales qualités athlétiques, dans un sport particulier. Moi, je le vois plus comme ça. Tu vois, quand je fais les jambes, je m'entraîne les jambes et je me dis chouette, je vais être plus endurant, je développe mon endurance de force en faisant ça pendant mes trails. Ou tiens, je fais du développé couché, je vais pouvoir plus facilement sortir d'un étranglement ou d'une soumission en MMA. C'est plus ça qui me motive. Parce que juste faire de la muscu pour faire la muscu, ça peut être lassant. Tu vois, j'avais une question là justement quand j'ai posé la question anonyme là, j'ai dit aux gens qu'est-ce que vous voulez qu'on traite comme sujet dans nos causeries. Et donc là, la personne me disait, Céline, en gros, est-ce que si demain, je te dis que la musculation, tout ce que tu fais, etc., n'a plus aucun impact sur ton physique, ta nutrition, ta musculation, etc., en fait... va pas du tout jouer sur ton physique, ça va pas du tout avoir un impact, est-ce que tu continuerais quand même malgré tout à faire de la musculation, à t'entraîner parce que c'est vraiment un plaisir, ou est-ce que parce que tu veux vraiment avoir des résultats physiques?
Donc c'était la question qu'on me posait. C'est intéressant. Ben, ouais, c'est super intéressant parce que en fait, moi ce qui me plaît là-dedans, c'est déjà les sensations, de me sentir forte et puissante, de sentir mes muscles travailler, de me sentir du coup vivante, tu vois, le fait de faire ça, je me sens aussi vivante. Je sens que je suis pas en mode en train de dépérir, tu vois, et d'aller vers la sarcopénie, tu vois, perdre toute ma masse musculaire, devenir vieille, devoir me déplacer avec un fauteuil roulant plus tard, me casser le col du fémur parce que j'ai pas entretenu ma masse musculaire ou mes articulations, tu vois. Il y a tout un côté aussi là-dessus où c'est quand même au-delà de l'aspect physique, il y a quand même l'aspect santé aussi qui est quand même important. L'aspect physique, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau où tu vas te dire ah ben c'est sympa, ça fait un physique cool, mais il y a aussi toutes les choses dans mon quotidien qui font que parfois je me dis putain, heureusement que je fais de la muscu parce que des fois je dois porter des trucs lourds, des fois je dois charger des trucs, enfin j'en sais rien, et je sais que j'ai besoin de ma masse musculaire et je suis contente à ce moment-là, tu vois, de me dire ah bah ouais, heureusement que j'ai travaillé mes jambes et ma masse musculaire parce que ça me permet du coup d'avoir la force de faire ce que je suis en train de faire. Donc la question réellement, si tu me dis demain ton physique ne bouge pas du tout en allant à la musculation, en revanche tu auras des résultats sur ton bien-être, sur ta santé, etc. Donc je continuerai la musculation. Mais si tu me dis que ça n'a pas d'impact sur ma vie de tous les jours, sur ma santé, ni sur mon physique. Ouais, en gros, ça sert à rien. Que en gros, faire de la muscu ou pas en faire, ça va rien changer en fait, à part juste te faire entre guillemets du mal, quoi, ou te défouler. Je sais pas si je continuerai en fait. Mais il y a un côté de moi où j'aime le faire, mais j'aime le faire parce que je sens qu'il y a une progression et que ça me fait du bien. Si je fais des choses et qu'il n'y a pas de progression, je le fais pas parce que moi tout ce que je vais faire dans ma vie c'est parce que il y a pas un intérêt derrière, tu vois, mais il y a quelque chose, il y a un but en fait, tu vois. Tu fais plein de trucs dans ta vie parce que derrière il y a quelque chose qui va être construit. Nous on fait notre société, on fait tout ça, on fait j'alimente ma santé parce qu'on sait que derrière on va aider des gens, parce que on sait que ça va nous aussi nous aider dans notre structure à avoir plus d'argent pour faire des choses, etc. Tu vois, il y a un côté, mais si demain tu me dis tu continues à faire tout ça, ça te rapporte zéro, et puis les gens que tu vas aider, ils sont pas contents, tu vas vraiment pas les aider et tout ça, je vois pas l'intérêt de continuer à faire ça en fait, tu vois. Donc il y a toujours quelque part, quand tu te lances dans quelque chose, c'est qu'il y a un résultat derrière, sinon tu le fais pas. Voilà. Donc la muscu, si tu me dis demain il y a zéro résultat, il va rien se passer, ta vie ne va pas changer, ni ton physique, ni ta santé, ni rien, je sais pas si je le ferai quand même. Sauf si c'est vraiment quelque chose hyper ludique, parce que vraiment je kiffe ça. Et oui, c'est vrai que j'aime ça, mais j'aime ça aussi parce que je me sens progresser et que je vois des résultats. C'est ça que moi je reproche à la muscu, tu as dit le terme, c'est que c'est pas ludique, tu vois, comme activité. Tu vas courir au bord de mer, dans la forêt, au parcours de santé, ou faire en montagne, c'est hyper ludique. Enfin, je veux dire, même au niveau des ondes, tu te décharges de toutes tes mauvaises ondes, tu prends toutes les ondes de la nature, tu te reconnectes, tu te recharges complètement, tu te vides la tête, tu croises des animaux sauvages, tu t'oxygènes l'esprit, c'est exceptionnel. Pareil pour les sports que tu vas faire en équipe, tu as le rapport humain qui est là, il y a un côté ludique. La muscu, c'est quand même un sport, t'es tout seul avec toi-même. Moi, je comprends parce que tu vois, il y a des fois des femmes qui viennent nous dire dans les coachings, j'ai du mal à accrocher avec la muscu, des choses comme ça. Et je pense que si c'est le cas, soit il faut essayer de reconnecter, comme tu dis, avec ce que ça t'apporte vraiment en termes de santé, en termes de prévention, peut-être un côté, une démarche un peu mentaliser les choses, ou bien justement il faut aller chercher des sports un peu plus ludiques qui nous plaisent plus et qui génèrent du plaisir chez nous. Ouais, mais alors attention, parce que la musculation, il y a aussi un cap à passer. Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment ce cap où il faut pendant peut-être 3 semaines, 1 mois se forcer. Ouais, au début, il faut se forcer parce que les courbatures en plus au début. T'as mal, tu connais pas les mouvements, tes muscles ils sont pas encore adaptés,
tu vois, il y a tout ça en fait qui fait que je comprends en fait au début qu'il y a beaucoup de monde qui voit pas d'intérêt, qui trouve ça nul, et beaucoup de femmes souvent sont perdues aussi là-dedans parce qu'il y a tellement de machines, il y a tellement de mouvements, il y a tellement de choses qu'on sait pas. Alors moi ce que je conseille souvent c'est de prendre un coach au départ, vraiment pour aider, etc., pour les mouvements, pour bien les faire. Et franchement après, honnêtement, quand vous avez vraiment goûté à la musculation et que vous avez passé cette espèce de petit cap à la con qui va durer 3 semaines, 1 mois, vous commencez vraiment à voir les résultats, vous commencez vraiment à pouvoir monter les charges, à progresser, à vous améliorer, et là ça devient ludique en fait. Là ça devient sympa parce que ça y est, on peut commencer à s'amuser, à monter les charges, à avoir des sensations, alors qu'au début, tu sais, la masse musculaire est quasiment inexistante, le muscle n'a pas du tout l'habitude d'être travaillé, on a l'impression de faire ça dans le vent, on n'a pas encore la connexion cerveau-muscle, tu vois. La synchronisation. Ouais, il y a tout ça à travailler, mais franchement, ce petit cap, honnêtement, passez-le. Et vraiment, vraiment, si vous avez même passé ce cap, vous allez jusqu'au bout, que vous sentez le progrès, les trucs, les machins, et que quand même ça vous plaît pas, bon ben voilà, il va falloir trouver autre chose, mais vraiment, je pense qu'il faut insister au moins un bon mois et faire au moins 4 séances par semaine pendant un mois. Ouais, et vraiment progresser, et pourquoi pas prendre un partenaire d'entraînement aussi, parce que des fois, être seul, ça peut être difficile, et puis on est un peu perdu, et prendre quelqu'un qui s'y connaît un peu plus pour nous aiguiller, pour nous aider, pour nous montrer les mouvements et pour nous soutenir, quoi. Ouais, non, c'est clair, carrément. Mais du coup, nous, ça fait presque 10 ans qu'on va à la même salle, on voit plein de gens, mais en plus c'était la rentrée, qui viennent s'inscrire, qui restent 2 semaines ou 1 mois ou 2 mois, puis on les revoit plus jamais après. Puis aujourd'hui, il y a quand même ce côté sur les réseaux. Enfin, moi je vois, j'ai commencé la muscu, j'avais 15 ans. J'en ai 36. Il n'y avait rien à l'époque. Il y avait 3 magazines, quoi. Même, tu disais je fais de la muscu, tout le monde se moquait de toi. On pensait tout de suite à soit Schwarzenegger, soit Gérard Vives dans Les filles d'à côté. Ah oui, c'est vrai. Ça. Donc tout le monde se moquait un peu de toi, t'étais très marginal. Moi j'ai tout vu, j'ai tout regardé. Aujourd'hui, comment ça s'est développé, j'ai assisté à tout cet essor. Je trouve ça génial, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est à la portée de tout le monde, tu vois? Est-ce que madame tout le monde, monsieur ou madame tout le monde peut vraiment aller en salle de sport, avoir la discipline nécessaire? Est-ce que c'est pas réservé au coach, tu vois, de vraiment atteindre un certain niveau, je parle, hein. Parce que ça demande du travail, il y a la nutrition derrière, il y a... la muscu, t'es pas régulier, t'y vas 1 mois, t'arrêtes 1 mois, t'as zéro résultat, ça sert à rien en fait. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'hypocrisie avec tout cet essor des coachs à qui c'est leur métier? Toi, c'est ton métier aussi, ton image, c'est ton métier. Tu peux pas nier les choses et dire le contraire. Ça fait aussi partie de ton image, donc professionnellement parlant, le fait d'aller à la salle de sport, c'est aussi pour toi ton travail. Donc forcément, tu as un élément motivationnel en plus qui te met un coup de pied aux fesses. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie un peu comme ça, des gens qui sont dans le métier et puis qui disent allez, mettez-vous au sport et tout, sachant que les femmes de moyenne n'auront, entre guillemets, auront très peu de chances d'avoir ce même genre de résultat. Après, moi, là où je vois qu'il y a vraiment un engagement et des résultats, c'est quand derrière, il y a des compétitions ou des trucs comme ça, tu vois. Par exemple, les nanas qui veulent vraiment se mettre à la compétition, elles lâchent rien, tu vois. Là, quand t'as vraiment une carotte, un objectif bien précis et tout, tu t'y mets, mais à fond, à fond. Souvent, les personnes qui vont s'y mettre ont des objectifs qui sont trop petits, tu vois, ou voilà, c'est juste, oui, mais c'est juste pour mon bien-être, c'est juste... Donc, il n'y a pas un grand pourquoi derrière, tu vois, pour continuer à faire de la musculation. Pour être vraiment rigoureux et tout comme ça, et y aller 4-5 fois par semaine, soit il y a un objectif derrière, vraiment comme de compétition, etc. Soit tu es coach et du coup, c'est ta vitrine, donc forcément, oui, c'est ce que je te dis. Tu y vas. Soit vraiment, t'es hyper focus, hyper motivé et tu kiffes vraiment faire ça.
et tu continues. Mais c'est vrai que je conçois, si après les personnes obtiennent leurs résultats et machin, ont perdu leurs kilos et tout, ces personnes-là souvent vont se dire je vais arrêter, je vais pas continuer, ou je vais juste un petit peu m'entretenir, ou je vais m'inscrire à un truc de danse, tu vois. C'est pour ça, je pense qu'il faut rétablir la vérité aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui voient des influenceuses super bien gaulées, qui se disent je vais m'inscrire à la muscu, je veux en faire, mais en fait, elles auront jamais ce physique-là. Tu vois, si elles s'y mettent, comme ces personnes s'y sont mises, mais... le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir ce genre de physique, c'est un travail, mais hors norme, et c'est une discipline hors norme. Qu'une nana qui est salariée, employée, infirmière, coiffeuse, esthéticienne, qui travaille chez Intermarché, et qui a des enfants et un mari, c'est très compliqué. Alors, je dirais pas que c'est impossible, non. Mais c'est très compliqué. Non, c'est ce que je dis, il faut mettre l'église au milieu du village. J'aime pas faire le mec qui brise les rêves ou quoi que ce soit. Mais... J'en suis la preuve vivante de partage tous les jours de mon Instagram, et beaucoup de filles que j'ai en coaching me disent c'est incroyable la discipline que t'as, on voit le travail que c'est pour ça que je veux faire comprendre aussi aux gens que c'est un travail énorme. Et que moi, je m'estime encore vraiment débutante d'avoir fait, j'en suis qu'à 3 ans de musculation, vraiment à 5 séances par semaine, à avoir une diète calibrée, carrée, où j'en suis pas sortie, où j'essaye d'augmenter mes calories à chaque fois, chaque année. Je vais jamais manger à l'extérieur, peut-être une fois toutes les 2 semaines, c'est tout. Voilà, donc dites-vous une chose, est-ce que cette vie, vous la voulez ou pas? C'est ça la question en fait. Est-ce que vous voulez juste obtenir des résultats sympas, perdre un petit peu de poids, vous sentir bien, et puis pouvoir aller manger de temps en temps des petits trucs, machin. Voilà. Et puis il y a des personnes pour qui ça peut fonctionner et qui auront besoin de fournir beaucoup moins d'efforts. Et il y a des personnes qui auront besoin de fournir beaucoup plus d'efforts et d'être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus de sacrifices. Même si pour moi, c'est pas vraiment des sacrifices parce que c'est un mode de vie que j'aime et que j'ai en moi. Et que j'ai l'habitude maintenant, tu vois, c'est ancré, je me pose même plus la question de tiens, qu'est-ce que je vais manger, c'est pour moi c'est machinal en fait, tu vois, la discipline qui est là. Oui, la discipline elle est là, c'est ancré, il y a même pas besoin d'être. C'est un choix profond que t'as fait, et tu te dis maintenant c'est ça. Oui. Voilà, je me suis lancé là-dedans et puis j'y vais. Oui, puis j'aime tout ça, j'aime mon mode de vie. Non, moi ce qui me dérange, si tu veux, c'est quand il y a de l'illusion chez les gens. Vendre du rêve, ou que les gens... Oui, les fameux avant-après, tu vois, c'est ça le problème. Ça. Quand tu vois des avant-après, la fille, qui a beaucoup de graisse, etc., et tu la vois après avec un physique hyper sec, etc., machin, en effet, ça vend du rêve, et je trouve que c'est trompeur, parce que entre les deux photos, on ne dit pas les efforts qu'il y a eu, les années qui s'est passé entre les deux. On parlait d'MG Fit Coach, etc. Quand elle montre ses photos, comment elle était au départ et comme elle est aujourd'hui, mais il y a combien d'années de CrossFit derrière, de discipline, de nourriture, de ci, de ça. C'est des années de taf, donc il faut comprendre aussi que c'est pas en un claquement de doigts, parce que souvent ce qui se passe aussi, les personnes que j'ai en coaching, c'est je comprends pas, en un mois, tous les efforts que j'ai fait, j'ai pas de résultat. Non mais en fait, t'as pas compris, il faut que ça, tu le répètes pendant au moins minimum 3 ans pour commencer à avoir des résultats sympas de ce que tu veux obtenir. Parce que souvent, le résultat que les femmes veulent, ou même les hommes, sont tronqués par ce qu'on voit sur Internet, par les réseaux sociaux, par Instagram, etc. Et sans parler des filtres et des compagnies qu'on peut avoir aussi, et des produits que les gens peuvent prendre. On va en parler. Et mais donc, si tu veux, c'est là où l'image, elle est tronquée entre ce que tu peux toi obtenir lambda, femme lambda, salarié avec tes enfants et ton mari. Et après tu peux avoir des connaissances en nutrition, commencer à regarder un petit peu les vidéos à droite à gauche, te mettre au sport, etc. C'est pas le travail des gens. Tu vois, nous on a lu 1000 bouquins sur la nutrition, c'est pas leur boulot. Oui, mais bon. Déjà, si tu arrêtes la junk food, la processed food, que tu manges déjà un peu plus équilibré, un peu plus sain, que tu suis un petit peu mes conseils sur Instagram et sur YouTube, que tu commences à te mettre un petit peu au sport,
bon, oui, tu peux avoir des résultats, mais ces personnes-là, en fait, ne seront jamais vraiment satisfaites des résultats qu'elles vont obtenir parce qu'elles ont un goal, en fait, Elles sont matrixées. Qui est trompeur, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la femme, en fait, que le modèle idéal, c'est les abdos tracés, c'est être sec à l'année. Moi, j'ai des femmes qui vont me parler de faire une sèche alors qu'elles ont même pas commencé à construire de la masse musculaire. Tu vois, et le problème de ces trucs-là, de Sonia, machin, tu sais, c'est celle qui fait ces trucs de sèche et tout ça. Le problème de ça, c'est que les femmes, elles vont parler de sèche alors qu'elles ont même pas commencé à construire de la masse musculaire. Avant d'entamer une sèche, déjà, construis de la masse musculaire pendant 2-3 ans, et après, tu pourras éventuellement faire une sèche. Une sèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ressortir la masse musculaire qu'on a travaillée pendant plusieurs années. Sauf que ces femmes-là, la plupart du temps, elles ont 0 muscle et elles veulent faire une sèche. Mais elles veulent sécher de quoi? En fait, c'est ça le problème. C'est que elles vont perdre le peu de masse musculaire qu'elles ont. Voilà, le peu de masse musculaire qu'elles ont. Après, elles vont pas comprendre parce que dès qu'elles vont remanger normalement, bah, elles vont reprendre tout le poids perdu, elles vont prendre que du gras. Elles vont avoir une masse musculaire qui est quasiment inexistante. Leur métabolisme est complètement dans les chaussettes parce qu'il n'y a pas de masse musculaire. Donc en fait, il y a beaucoup trop de messages trompeurs aujourd'hui. Ouais. Et quand tu vois le mot sèche, dans ta tête, tu vois le mot « Ah waouh, je vais avoir les abdos apparents, les muscles apparents. » Mais t'en as pas, cocotte, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire une sèche? D'abord, commence à développer ta masse musculaire et après, éventuellement, on parlera de sèche. C'est pour ça que vous m'avez jamais vu, moi, faire de sèche. Je suis tout le temps en prise de masse, en fait. Je suis tout le temps en train d'essayer de monter mes calories pour pouvoir prendre plus de masse musculaire. Alors, je sais pas si un jour, je me lancerai dans une sèche, parce que je me connais, j'ai beaucoup de mal à descendre les calories. Mais je me dis, peut-être, si j'arrive à monter mes calories vraiment beaucoup, bah du coup, après, descendre de peut-être 100 calories et être à 2005, je serai en sèche, tu vois, à 2500 calories. Et là, éventuellement, ça pourrait être sympa. Mais, bon, je sais pas si pour l'instant, t'es en optimisation métabolique. Pour l'instant, voilà, j'optimise mon métabolisme parce que je pense que je l'ai assez fait souffrir pendant toutes ces années où j'ai fait de la merde avec la nutrition, où j'ai mangé, j'ai fait du cétogène, ou trop peu ou trop aussi. Quand j'étais crudie, je mangeais pas assez. Et puis après, quand j'étais cétogène, je faisais des craquages à 4-5 000 calories parce que je mangeais pas de glucides et que c'était une horreur et que j'arrivais pas à tenir. Donc oui, j'ai maltraité mon corps et ça fait quoi, seulement 5 ans à peu près que vraiment j'ai un équilibre, que je fais vraiment du sport. Après, il y a un truc que très peu de personnes parlent, notamment par rapport à la musculation et le processus de construction musculaire, c'est que c'est épuisant. Le truc est épuisant. Moi, pour faire du MMA, du trail, d'autres sports à côté, je sors de mes séances là, je suis bien. Le lendemain, tout va bien. Je sors d'une grosse séance de muscu, une vraie séance de muscu, hein, où j'ai des courbatures le lendemain et où j'ai vraiment fait une surcharge progressive et été à mes max. Bah, j'ai besoin de faire une sieste quasiment. Ouais. Donc j'ai énormément besoin de récupérer. J'ai besoin d'1 ou 2 heures de sommeil en plus sur ma journée. J'ai besoin de vraiment manger mes protéines. Si j'ai pas mes 2 grammes, 2 grammes 5 de prot, ma séance, elle a servi à que dalle. Tu vois? Donc c'est... Faut se dire ça aussi. Est-ce que la personne, comme on dit, hein, la femme qui a ses enfants, des choses comme ça à s'occuper, elle a envie d'être crevée pendant 2 jours parce qu'elle a fait sa séance? Pas forcément. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a d'autres sports qui sont ludiques, ou bien de faire à une fréquence adaptée, mais être consciente de se dire, je vais pas faire ça pour ressembler à la fit girl ou à la nana super musclée ou super bien gaulée, je fais juste ça pour ma santé et c'est ok. Et puis voilà, sans vouloir décourager personne, mais au moins on parle de la réalité. Après, il y a un autre critère, c'est le critère du dopage. Et avec le dopage, avec les produits, les gens sur Instagram et les gens sur les réseaux sociaux sont complètement matrixés aujourd'hui. C'est un truc qui est incroyable. Aujourd'hui, tu montres un homme de 1m80, 80 kg qui fait 10 ans de muscu 100% naturel, on va dire, il ressemble à rien, ou ouais, on dirait pas qu'il fait du sport, ou des choses comme ça. Mais sauf que c'est ça la vérité en fait. Naturellement, on a un certain seuil, et pour les femmes c'est pareil, on arrive à un certain seuil, et c'est très compliqué d'aller plus loin. Par exemple, toi, tu sens bien que
que tu as un plafond de verre. Et qu'il te faudra des années pour prendre... il te faut une année pour prendre 1 kilo de muscle à peu près. Ah ouais, et encore, je trouve que... Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les gens qui prennent des produits, on voit des femmes qui sont hyper sèches, mais hyper musclées. Et ça, naturellement, sauf génétique très particulière, et très rare, ça n'arrive jamais. Quand vous voyez quelqu'un très sec et très musclé, dites-vous, il y a des produits derrière. Vous vous dites Clenbuterol. Ouais, c'est pas possible. Clenbuterol, pour info, c'est quoi? C'est un Ou des filles qui sont devenues très sèches comme ça, en l'espace de 4-5 mois. Vous n'avez rien compris sur les réseaux. J'en ai une en tête, notamment. On ne citera pas de nom. Mais je citerai pas de nom parce que j'ai pas envie de citer de nom. Qui, pendant des années, s'est battue avec son poids, etc. Voilà. Et donc, du jour au lendemain, comme ça, en l'espace de 5 mois, qui est devenue complètement sèche, comme Jaja, comme le désert. Et là, tu te poses... Et musclée de fou, quoi. Pas forcément musclée de fou, ouais, parce que elle fait pas de la muscu, voilà. Là, on va dire qu'elle est un petit peu musclée, mais c'est la limite de l'anorexie maintenant. Mais voilà, à un moment donné, voilà, faut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ces gens ont pris comme produit? Parce que naturellement, c'est compliqué. Moi, si du jour au lendemain vous me voyez ultra sèche comme ça, hyper tracée, machin et tout, posez-vous des questions. Hein. En fait, je crois que les gens ne se rendent absolument pas compte des effets que ça a. D'ailleurs, il y a une étude là qui était passée. Ils disaient, ils avaient fait tout un groupe là. De personnes et ils avaient fait prendre des anabolisants à des hommes et qui ne s'entraînaient pas, et rien qu'en prenant des anabolisants, les mecs ne s'entraînaient pas, ils avaient pris 3 kilos de masse musculaire. Tu peux manger de la merde, des quantités astronomiques de junk food, t'es sec. C'est un autre level. Pour les femmes, c'est pareil. Tu prends du clenbuterol, là, c'est un médicament vétérinaire, normalement, pour les chevaux, qui a été dérivé et pris par les sportifs. Tu prends ça, tu restes sec et musclé. C'est hallucinant. Donc là, c'est très hypocrite. Le problème, c'est que c'est gangréné par l'argent. C'est des filles qui vendent des programmes, qui ont des applications, des trucs comme ça. Donc forcément, il y a pas du gain derrière. Et puis, c'est leur image aussi qu'elles vendent dans les programmes. Ouais. Et elles sont obligées d'avoir une certaine image. Mais du coup, elles vont te vendre des programmes en te disant que c'est grâce au programme qu'elles sont devenues comme ça, mais ce qu'elles te disent pas réellement, c'est que derrière, elles se sont chargées, enfin, elles ont pris des produits, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage. Et il y a plein d'effets secondaires, en plus, avec ces produits, bien donc, sûr. faut faire super attention, Mais le problème, c'est que tu deviens accro à ça. Et moi, il y a des gens, des anciens potes et tout, qui ont continué là-dedans, et ça leur a complètement détruit leur vie. Parce que le problème de ces substances-là, c'est que ces sensations que tu as, ne sont pas naturelles, elles sont uniques au monde. Tu peux les avoir qu'avec ce genre de produits, et tu deviens accro. Avoir ces sensations-là à l'entraînement, tu te sens un surhomme. La volonté de puissance, on l'a tous en nous, donc forcément tu goûtes à ça. C'est le mal, ce truc-là. Mais c'est vrai que j'ai des connaissances qui ont été loin là-dedans et qui, au bout de quelques années, ont complètement arrêté le sport parce que leur santé mentale a pété en vol. Et c'est pareil aujourd'hui dans le sport de haut niveau. Hein. Si vous écoutez, moi j'écoute beaucoup de podcasts dans différents sports. Ils sont beaucoup chargés. Ils sont tous chargés. Rien que dans le MMA, l'UFC, etc. Là, toutes les interviews que j'écoute de Français et tout, qui essaient d'y entrer et tout, sont confrontés à des problématiques de dopage, affrontent des mecs qui sont dopés. Donc c'est très compliqué. En plus aujourd'hui, il y a des substances qui sont hallucinantes. T'as tous les effets des stéroïdes anabolisants sans les effets négatifs. Tu vois, t'as que le positif sans le négatif. Donc c'est ces gens-là qui sont mis en lumière dans les sports de haut niveau. Nous, on se dit, bon, on a un biais cognitif, on va se comparer, on va essayer de faire pareil, ça va pas marcher, et on va être frustré, donc c'est pour ça qu'on... C'est comme dans les compétitions. Ah ouais. Dans les compétitions de bodybuilding, fitness, body fitness, etc. Parce que j'en ai des fois qui me demandent, qui disent pourquoi tu fais pas des concours et machin et tout ça. Je dis parce que pour rentrer, pour mettre un pied sur scène, il faut être chargé, parce que sinon, toi qui es pas chargé, ça sert à rien que tu ailles faire une compétition en fait. Moi je vais pas aller faire une compétition si je sais que déjà d'avance je vais être lésée par rapport aux autres qui ont pris des produits et moi j'en ai pas pris. Parce que
honnêtement, après, ça peut traverser l'esprit, hein. Franchement, il y a des moments où on se pose la question et on se dit, tiens, est-ce que je me renseignerais pas un peu sur ces trucs-là? J'aimerais bien faciliter un petit peu le processus. Ça donne envie, hein, quelque part, parce qu'on se dit, ah bah ouais, c'est sympa, on fabrique de la masse musculaire plus facilement, on est plus sec, machin. Enfin, il y a quand même. Bon, ce qui est bien, c'est que la parole est de plus en plus libérée, je trouve, sur les stéroïdes et sur les anabolisants et sur les produits pour sécher. Il y a de plus en plus de compétiteurs, compétitrices qui en parlent, qui ouvrent le débat. Parce qu'aux États-Unis, quand même, ils sont plus ouverts là-dessus que nous en France. On était vraiment hyper fermés, hein. J'ai écouté d'ailleurs le podcast de biomécanique avec Manon qui ouvertement a expliqué que oui, elle se chargeait et qu'elle était passée sur une catégorie, je crois que c'est la catégorie, je sais plus en dessous de ONS, c'est quoi déjà, c'est figure. La catégorie figure, t'es obligé de prendre des produits parce que sinon tu peux pas en fait. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et t'as pas d'autre choix. Et puis pour les femmes, c'est pareil, être très très musclée, sèche, sans produit, c'est impossible. Enfin, je veux dire, tu peux pas y arriver à ce niveau-là. Donc déjà c'est bien, je trouve que la parole se libère un petit peu là-dessus, de prendre conscience que de plus en plus, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des produits, hein, et de prendre conscience aussi de ce qu'on peut arriver à faire naturellement ou pas. Parce qu'en fait, moi, c'est ce qui s'est passé avec mon coach. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais en fait, moi, j'aimerais avoir un œil, parce que moi, tu vois, il y a des personnes, je pourrais pas dire si elles prennent des produits ou pas. J'ai pas encore l'œil à viser comme va avoir certaines personnes, certains coachs, etc. C'est le métier. Il va te dire, oui, non mais lui ou elle, il est chargé, quoi. Tu vois. Et en fait, si tu veux, j'avais envie qu'il me donne des exemples de femmes qui faisaient de la muscu depuis plusieurs années. Qui s'alimentaient bien, mais qui ne se chargeaient pas pour savoir qu'est-ce que moi, en fait, je pouvais viser naturellement et dans ma tête, en fait, éviter d'être trompée et biaisée et de me dire, mais en fait, je suis nulle, j'avance pas, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, de se comparer à des personnes qui se chargent, qui prennent des produits, qui sont ultra musclés, ultra secs. Ça détruit ta santé mentale, en fait. Toi, tu te dis, mais en fait, je suis une loque, je suis une merde, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi elle y arrive, elle y est arrivée en 6 mois, et moi, ça fait 3 ans que je suis là à galérer avec mes petits poids et tout, machin. Donc j'avais vraiment envie d'avoir une vision de ce que je pouvais moi obtenir en tant que femme naturelle, et en plus, je veux dire, je suis pas toute jeune non plus, hein, à 43 ans, c'est toujours un petit peu plus compliqué de construire de la masse musculaire. Et j'ai pu me faire une idée, en fait, de ce que je pouvais éventuellement viser. Ça, c'est bien, c'est important. Comme physique. Mais oui, c'est important parce que toutes les personnes que je pouvais voir, elles me disaient non, elle oublie, elle est chargée, elle prend des produits, elle machin, elle truc. J'ai dit putain, ouais, d'accord. En fait, l'éventail se restreint. Ouais, en fait, je me dis, ah ben d'accord, en fait, ce que j'ai là actuellement, c'est déjà génial pour une nana de mon âge et naturellement, en fait. Moi, d'un œil avisé, du regard du professionnel, je peux te dire que, c'est ce qu'on en parle souvent, mais t'arrives à un plafond de verre, tu vois. Là, naturellement, tu vas avoir 0,5, 1 kilo par an, grand maximum, et encore, tu vas arriver sur les 50 ans, donc désolé de te décourager un peu, mais... mais voilà, entretiens déjà ça, puis même pour les gens qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent, dites-vous peut-être... Voilà, body goal Céline, naturellement, si je fournis des efforts qui ressemblent à ce qu'elle fait, je peux potentiellement prétendre à ça dans quelques années, dans 4-5 ans. Et ce sera, je pense, une certaine limite qui peut être atteinte. Hein. Après, ça dépend de la morphologie, de la physiologie et de la génétique de chacun, mais globalement, ça se rapproche de ça. Ouais, comme je te dis, c'est ça qui me dérange, c'est que ça peut nuire à la santé mentale des personnes les plus fragiles. On en avait déjà parlé dans ton interview. Pour moi, il y a 2 catégories de personnes. Il y a des personnes qui vont être motivées par les réseaux sociaux, par voir des gens meilleurs qu'eux, qui vont être galvanisés, qui vont se dire « Waouh, génial, si elle l'a fait, je peux le faire. » Et puis, je vais regarder ça tous les matins pour me motiver à aller à la salle. Et puis, il y a des personnes qui ont un état d'esprit un petit peu, je vais pas dire faible, mais voilà, un petit peu plus fragile. Et pour qui ça va être une torture. Regarder des gens qui ont accompli des choses qu'ils sont pas capables de faire. Tu vois, ils vont se dire, mais non, pourquoi moi j'y arrive pas? Et en fait, ça va les enfoncer encore plus. Donc presque, il faudrait savoir qui on est, apprendre à se connaître,
Puis ça peut arriver à certaines périodes de notre vie, hein. Il y a des périodes de notre vie où on est plus fragile que d'autres, et c'est ok, hein. Quand je sais pas, tu vis une séparation, un divorce, que tu as perdu un membre de ta famille, c'est plus compliqué en termes de santé mentale d'encaisser certaines choses, d'affronter une certaine réalité, et c'est ok. Donc peut-être apprendre à se connaître vraiment et se dire ok, est-ce que moi je suis apte à me comparer ou pas, et est-ce que quand je me compare c'est positif, j'en ressors mieux, est-ce que quand je regarde des nanas sur les réseaux je me sens en joie, est-ce que je me sens triste, donc là c'est une compréhension de son monde émotionnel, de ses sentiments. Je pense que c'est important de savoir tout ça. Toi je sais que ça te galvanise, t'es à fond, t'adores, tu vois, regarder des gens qui s'entraînent, moi c'est pareil. J'adore regarder des combats, j'adore regarder des reportages sur le trail. Là, c'était l'UTMB. Je me dis pas, ouais, ils sont meilleurs que moi ou quoi que ce soit. Je me dis, waouh, c'est trop inspirant en fait. Ouais. Oui, il faut arriver à être inspiré et à lâcher le résultat trop parfait en fait. Ouais. En fait, il faut être inspiré sans se comparer. Ouais. Pour éviter la déception, quoi. Bah ouais, et essayer de se dépasser soi-même plus que tout. Oui, bien sûr, essayer de faire mieux que hier, essayer d'être en compétition avec soi, et c'est là que tu te sens le mieux. Encore une fois, moi j'écoute beaucoup, je lis beaucoup d'interviews, de podcasts ou de livres, de biographies de sportifs de haut niveau, et les meilleurs résultats qu'ils ont pu obtenir, c'est quand ils étaient concentrés en fait sur eux-mêmes, qu'ils étaient dans leur bulle, dans leur flow, et là, c'est là qu'ils ont pété des records en fait. Ah ouais. Ça qui est bien. Tu vois, moi je suis concentrée sur moi et ma progression, mais en même temps, regarder d'autres femmes mettre des charges différentes de moi, tu vois, ça me motive aussi, tu vois, ça casse tes croyances. Voilà, tu sais grâce au réseau, je me suis cassé des croyances, mais de fou que j'avais avec certaines charges, certains mouvements, certains exercices, tu vois, et de voir certaines femmes faire des choses, ça m'a boosté. Je me suis dit, mais attends, c'est une nana, et elle peut le faire, je peux le faire, tu vois, et en fait, c'est bizarre, mais il y a plein d'exercices où j'osais pas en fait charger plus, etc. Et en fait ça m'a aidé dans le sens où je me suis dit ok, vas-y, mais tout en restant quand même cohérente avec les charges que j'avais actuellement et en les augmentant progressivement. C'est comme ça que j'ai fait mes perfs au hip thrust, tu vois, en regardant les charges des autres nanas, et que je me suis dit putain, je vais essayer. Elles chargent de fou quand même. Je dis vas-y, je vais passer le cap en fait, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a des espèces de caps à passer comme ça, et plus tu passes des caps sur certains mouvements, plus tu peux encore passer des caps sur d'autres mouvements, parce que tu sais en fait quand tu portes un hip thrust à 180 kg, après derrière tu prends des haltères de 50 kg, ça te paraît tout léger en fait. Et il y a une espèce de truc aussi avec le poids, avec le système nerveux, qu'avant je faisais du soulevé de terre, tu vois, avec des haltères de 50 kg. Mais aujourd'hui, je fais des soulevés de terre beaucoup plus lourds, en fait, si tu veux, parce que j'arrive à charger plus sur d'autres mouvements, et ce que je faisais avant me paraît léger. Tu vois, donc... en gros, il y a des effets un peu pervers et hypocrites dans ce monde du fitness, avec les réseaux, avec tout ça, avec l'essor que ça a pris. Mais si tu arrives à mettre tout ça de côté et être intelligent émotionnellement, et à pas te laisser happer par ton mental et par tout ça, ben en fait tu peux en tirer des effets super positifs. Après je pense que ça dépend aussi des gens que tu suis par exemple, de qui par qui tu vas être inspiré, quel est le message et tout ça. Oui. C'est une importance aussi. Oui, bien sûr, je fais attention. Après moi il y a un autre truc qui me dérange, tu vois, dans ce milieu-là, c'est que il y a beaucoup d'influenceuses surtout, qui vont donner des conseils en nutrition. Mais c'est pas leur travail. Tu vois, soit c'est que des coachs sportives, elles sont très bonnes en sport, elles sont très bonnes sur les mouvements, c'est leur métier d'être coach sportive, elles sont très douées là-dedans. Soit c'est des gens qui vendent des programmes. Alors elles vendent des programmes de HIIT, ou elles vendent des programmes un peu généraux, et elles ont jamais accompagné personne en nutrition. C'est pas leur cœur de métier, la nutrition. Et elles vont donner des conseils de merde en fait, tu vois, elles vont dire il ou elle, parce que ils ont jamais vraiment été sur le terrain en nutrition avec des gens qui avaient des pathologies digestives ou métaboliques. C'est des personnes qui vont recracher. C'est des coachs ChatGPT.
Ouais, voilà, ils vont recracher ce qu'ils ont lu, le dernier truc, le dernier article. Voilà, tiens, si je parlais des 10 aliments pour avoir un ventre plat. Mais en fait, t'as déjà eu des personnes sur le terrain qui ont mangé ces 10 aliments et qui ont eu un ventre plat, tu vois? Ah non, mais qui sait qu'il y a des problèmes avec un ventre gonflé? C'est des gens qui ont en général une colopathie ou un syndrome de l'intestin irritable ou des choses comme ça. Donc, faut pas leur donner la même chose qu'à monsieur et madame tout le monde. C'est un régime spécifique, ou en tout cas, faut mettre de la conscience. Donc ouais, il y a plein de choses comme ça qui ont un peu ni queue ni tête. Et c'est ça qui me dérange. Je pense que chacun devrait rester dans sa spécialité. Et nous, regarde, est-ce que on fait tout le temps des vidéos où on parle à fond de sport, de biomécanique? On a des connaissances, on a lu des livres. Moi, je suis coach sportif, mais je pratique très peu le coaching sportif. C'est très très rare que j'aille faire des séances, donner des cours collectifs. Je vais pas faire un cours collectif sur ma chaîne YouTube parce que je serais nul. Ou en tout cas, je me sentirais pas aussi légitime que la personne qui en fait tous les jours. Je vois, nous, on est à la salle de sport, là, des coachs qui sont Laurent, Kevin. Je les vois donner leurs cours. Je dis, bah, c'est leur expertise. Ils font ça tous les jours. Ils sont bons là-dedans. Moi, j'irai donner un cours. Là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, j'ai pas travaillé. Ça fait des années que j'en ai pas donné. Je serais nul. Tu vois, je serais pas génial. Donc, chacun son truc. Oui, moi je vois, hein, regarde, moi, vraiment mon cœur de domaine c'est la nutrition et ce que je vais aborder dans mes coachings, je parle 90% de nutrition. Les 10% où je vais parler de sport, c'est pour mettre en place un petit planning, etc., donner quelques conseils généraux. Voilà, après moi je m'estime pas... C'est pour ça que même dans mes vidéos Instagram, il y a plein de gens qui me disent tout le temps « Oui, fais-nous plein de vidéos de sport, etc. » Moi, avant toute chose, les vidéos de sport que je vous fais, c'est juste pour vous motiver, pour vous donner des idées, pour vous montrer un petit peu ce que je fais. J'ai pas du tout pour vocation, en fait, de montrer le mouvement, de le décortiquer, de vous dire comment il faut le faire, etc., etc. Non, c'est pas mon rôle. Le tout, c'est que les personnes se mettent à faire du sport, à se mettre à faire une activité physique, mais vraiment mon cœur de métier, c'est de coacher sur la nutrition. Voilà, c'est d'avoir une nutrition optimale pour la personne à l'instant T, pour son profil, pour ses résultats, pour ses objectifs, pour le poids qu'elle veut perdre, la taille qu'elle fait, voilà. Et puis après, prendre en considération son digestif, voilà, donner certains aliments et pas d'autres en fonction de plein de paramètres que je vais noter. Et de là, je vais construire l'alimentation idéale pour la personne. Et parfois, ça prend du temps. C'est pour ça que, en général, mes coachings sont de 3 mois. Et c'est pour ça que moi, je veux vraiment accompagner les personnes pour avoir la nutrition la plus parfaite possible, idéale, et de progresser, en fait, de faire monter le métabolisme au maximum, de manger de plus en plus de calories au fur et à mesure, et pour que les personnes, elles deviennent autonomes et qu'elles comprennent surtout leur fonctionnement, leur corps, leurs envies, qu'est-ce qui provoque des douleurs, des ballonnements, etc. Qu'est-ce qui fait que elles ont des envies de sucre, elles ont des craquages, des compulsions alimentaires. Qu'est-ce qui va faire que elles sont fatiguées ou pendant les cycles, tu vois, analyser le cycle, comment ça fonctionne. Tu vois, il y a plein de choses sur lesquelles je vais insister, je vais aiguiller pour que les personnes se connaissent le plus possible et qu'au bout des 3 mois, elles aient plus besoin de personne et qu'elles sachent bien comment leur corps fonctionne, en fait. Parce que moi, si tu veux, tu vois, le problème, c'est que quand tu fais une formation de coach sportif, un BPGEPS ou quoi, hein, je sais de quoi je parle, t'as un module sur la nutrition, tu vois. Donc, et ça te donne aussi une légitimité, une capacité à coacher, à accompagner des gens sur la nutrition. Le problème, c'est que c'est général. C'est très très basique, c'est pas du tout approfondi. Oui. Moi, c'est pour ça que j'avais fait en plus la formation de naturopathie. Et je pense que quand tu combines l'approche de la nutrition fitness et la naturopathie, t'as un truc qui est vraiment sympa, tu vois. Tu enlèves tous les facteurs limitants de la naturopathie trop extrêmes, cru, frugivore, etc. Les cures, les jeûnes, etc. Tu gardes vraiment toute la sphère micronutriments, micronutrition, santé, bien-être, toutes les approches de santé, hein, de bien-être à côté, tous les à côté. C'est génial, prévention des maladies et tout. Franchement, la naturo pour ça, c'est vraiment top. Par contre, dans le fitness, faut garder tout ce qui est macronutriments,
protéines, lipides, comptage des calories, etc. Si tu te nourris de fruits et légumes, tu vas pas aller loin. Tu vois, trop souvent dans la naturo, ils parlent de ça. En fait, il faut vraiment combiner les deux, la diététique et la naturopathie. Tu sais, j'aime bien donner cette image, là, des fois, elle tourne sur les réseaux sociaux, tu vois. Tu sais, dans Dragon Ball, t'as les deux qui fusionnent. Ouais. Et ils font un mec super fort, bah, c'est un peu ça. T'enlèves tous les facteurs limitants de la naturo, t'enlèves tous les facteurs limitants du fitness, en termes de nutrition, tu rassembles les deux et ça fait la santé parfaite. Oui, nous, on a fait notre popote avec toutes les formations qu'on a eues. Et oui. Mais le coach fitness lambda qui a fait son BPGEPS, qui te donne des conseils... Oui, il y a des personnes pour qui ça peut marcher, tu vois, parce que, bon, tu sais, il suffit que tu te mettes à manger un peu plus de protéines et que t'équilibres un peu tes repas, voilà, des fois, les conseils... ça peut aller, oui, mais pour une personne qui a essayé plein de régimes, ou qui a des pathologies, qui a un certain âge, qui a 40 ans passés et tout, il faudra aller un peu plus loin, je pense. Tu vois, en général... c'est pas aussi... Après, honnêtement, moi, personnellement, pour avoir fait appel à beaucoup de coachs pour m'aider, justement, dans mon sport et ma nutrition, quand j'ai voulu commencer, et quand j'ai vu la merde qu'ils m'ont fait, les années qu'ils m'ont fait perdre, en me supprimant les glucides, en ça, faisant... c'est leur mode, ça. Ah ouais, non, mais là... Tu sais que moi, quand j'ai fait mes formations et tout, c'était pas comme ça. Moi, j'ai évolué dans le sport, même quand j'étais à l'armée. Ouais, mais c'était pas Charles Poliquin, là, qui était un peu contre les glucides. Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. D'ailleurs, il y a Nassim qui disait aussi, qui en parlait, et qui disait les 6 conseils que je vous ai donnés pendant des années et sur lesquels je suis plus d'accord aujourd'hui. Et donc, il disait justement les glucides. Mais il disait que, en fait, il était contre les glucides à l'époque parce que dans ses études avec Charles Poliquin et je sais pas quoi, lui il était à fond pour dire attention les glucides, faut vraiment les mériter, pas plus de 90 grammes par jour, non mais laisse tomber en fait, au secours. Et tu te dis mais attends, déjà rien qu'un sédentaire ça fait peu je trouve, et une personne qui fait du sport et qui a des objectifs de construction musculaire et d'avoir suffisamment d'énergie et tout, mais comment tu peux tourner sans glucides, en fait ça marche pas. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup de coachs en fait qui ont été mal éduqués par rapport aux glucides et qui ont une phobie des glucides, un truc de malade mental, et j'ai jamais vu ça. Et moi-même je suis tombée dedans avec les coachs qui m'ont accompagnée, et du coup je me suis dit bon bah peut-être ils ont raison, tu vois, ils me mettaient les glucides au plus bas, que moi je faisais des sais même pas comment ça fait. Mais je faisais des malaises à la salle de sport et tout, je limite tombais dans les pommes, je progressais pas, je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive et tout, je suis nulle, tu vois, presque je m'en mettais là-dessus, et puis à me dire oui mais c'est dans ta tête, tu vois, les coachs quand ils te disent ça, je dis bah non c'est pas dans ma tête, je dors pas la nuit si je mange pas de glucides le soir, j'ai la dalle, j'en peux plus, je fais 3 squats, j'ai la tête qui tourne, faut que je m'assoie, je vois tout noir, non il y a un souci. Tu vois, j'ai bien ressenti qu'il y avait un problème dans la diète et que ça allait pas. Donc j'ai dû changer je sais pas combien de fois de coach pour pouvoir avoir quelqu'un qui me dise un petit peu quoi faire, comment faire. Mais c'est vrai qu'au début, mon Dieu, c'est cette phobie des glucides, et notamment aussi certains qui te disaient d'aller dans le cétogène et tout. Et c'est pour ça que j'ai eu cette période aussi où j'ai été dans le cétogène. Beaucoup de sportifs étaient là-dedans, hein. Il y avait cette mode à l'époque. Mon Dieu, le temps que j'ai perdu à faire tout ça. Donc si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est si vous avez un coach sportif ou peu importe qui vous donne un plan alimentaire alors que vous voulez faire du sport et que vous voulez avoir de l'énergie, vous voulez construire de la masse musculaire et que vous n'avez pas de glucides, franchement, changez de crânerie. Ouais, c'est complexe il y a vraiment aussi, faut faire comprendre aux gens ou quoi, il y a un monde entre une alimentation pour être en forme, en bonne santé, voilà, être actif, et l'alimentation pour performer. C'est 2 mondes complètement différents quand même, faut dire ce qui est. Hein. L'un n'est pas compatible avec l'autre. Ouais, mais aucun des deux, tu te mets je suis d'accord. Sans glucides, quoi. Sauf si t'es vraiment dans une dynamique et que tu veux faire du cétogène, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais oui, ça c'est clair et net. Pour moi, c'est un non-sens. Moi, j'ai toujours été éduqué en mode cycle de Krebs, les glucides. Moi, même à l'armée, nos rations de combat, il y a beaucoup d'hydrates de carbone dedans, donc c'était un basique pour nous, quoi.
Et je suis toujours resté sur le modèle là, et moi j'ai jamais pu descendre aussi bas que toi t'as pu le faire. Bon, on va aller manger, hein, je commence à avoir faim. En parlant de glucides là, hein, ouais, je vais faire cuire mon poisson. Je vais aller manger mes 500 grammes de pommes de terre. Voilà. Tiens, pour la peine. Pour la peine. Bon, bah, impec. Bon, bah, c'est parti. Allez, on va manger. Bisous les loulous.